Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière partie du troisième chapitre du programme de terminale spécialité. Et cette fois-ci, on va s'intéresser au titrage avec suivi conductimétrique. Alors, c'est exactement la même chose que le titrage pH métrique, sauf que cette fois-ci, au lieu de mesurer le pH, on va mesurer la conductivité sigma. Donc, c'est marqué ici. Donc, le titrage avec suivi conductimétrique est une technique expérimentale qui repose sur la mesure de la conductivité sigma. Donc on va pouvoir le noter ici, sigma ici. Et donc, d'après la loi de Colroche, on sait que la conductivité de la solution va dépendre de la concentration molaire effective des ions en solution. Et donc, on vous dit ici qu'elle peut varier en fonction de la réaction de support, du dosage et de l'avancement de la réaction. En gros, si vous avez une réaction avec des ions, certains ions vont réagir, soit ils sont remplacés par d'autres, et la conductivité va changer justement au moment de l'équivalence. Ou alors il y en a qui vont disparaître, ou d'autres vont apparaître, et donc à partir d'un moment donné, on pourra de toute façon déterminer l'équivalence. Alors, ce qu'il va falloir faire très attention ici, c'est que pour déterminer ça, il va falloir tenir compte de tous les ions, même justement ceux qui n'interviennent pas dans le bilan, c'est-à-dire ceux qui sont spectateurs. Ça, c'est très très important, puisque justement, lors d'un dosage conductimétrique, on va mesurer aussi la conductivité des ions qui ne réagissent pas. Et donc, il faut absolument en tenir compte. Alors, à quoi va ressembler un dosage conductimétrique? En gros, alors vous allez faire la même chose, et puis vos points, donc ça va pas donner une sigmoïde, ça va donner deux droites. En fait, deux demi-droites. Vous avez forcément ici deux demi-droites. Alors, on verra un petit peu plus tard qu'il y a plusieurs possibilités qui existent pour vos droites, mais globalement, c'est ça que vous allez avoir. Et donc, alors là, par contre, pour le coup, c'est beaucoup plus facile de déterminer l'équivalence que dans un dosage, dans un titrage pH métrique, c'est qu'il va falloir tout simplement tracer ces deux demi-droites là, et au point d'intersection entre les deux, ça va vous donner les coordonnées de votre volume, de votre point E, c'est-à-dire de votre équivalence. Alors voici un exemple qu'on pourrait avoir. Vous voyez donc au départ, donc ce qu'on va faire, c'est que on va faire un titrage et puis on va rajouter donc un certain volume de titrant. Et donc, votre conductivité va diminuer au fur et à mesure, va diminuer, pouf, et à un moment donné, elle va remonter. Donc, l'équivalent se trouve à peu près ici. Pour le déterminer, le plus précisément possible, je vais prendre ma règle, et puis je vais tracer. Alors, vous voyez qu'ici, à cet endroit-là, votre courbe ici, c'est un petit peu incurvé. Donc, il vaut mieux privilégier cette partie-là de courbe, de droite, pardon, pour pouvoir tracer votre droite. Donc, je peux faire par exemple comme ceci. Voilà, je vais essayer de passer par un maximum de points. Voilà, allez, hop, on va dire que c'est pas si mal que ça, c'est pas si facile que ça. Et donc je vais pouvoir tracer ici ma droite à cet endroit-là. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je reprends ma règle et là, vous voyez, je me mets directement à cet endroit-là. C'est un peu plus facile de ce côté. Et voilà, j'ai trouvé l'intersection de ces deux droites. Et donc ça, c'est le point E, c'est mon point d'équivalence. Et à cet endroit-là, je sais que c'est mon volume équivalent, c'est-à-dire le VE ou le VEC. Voilà, donc c'est très très facile à faire. Pour déterminer le volume à l'équivalence, voilà, il faut juste tracer deux demi-droites et ça c'est très facile. Donc on vous dit donc pour déterminer l'équivalence, il faut tracer deux demi-droites. Celle-ci se coupe au point d'équivalence E. Et dans ce cas-là, on ne va pas parler de saut de pH, évidemment, parce qu'il n'y a pas de pH. Ici, on va parler plutôt de rupture de pente. Vous voyez ici, j'ai une rupture de pente à cet endroit-là. C'est ma rupture de pente. Alors, remarque, c'est ce que je vous ai dit. Donc, il vaut mieux privilégier les points éloignés de l'équivalence pour tracer les deux demi-droites, c'est-à-dire cette partie-là et cette partie-là. Puisque vous voyez ici, en fait, je ne suis plus une droite. C'est un peu incurvé ici. Et donc, ça ne va pas être facile de tracer une droite à partir de ces points-là. Alors, différentes formes simples de courbes pouvant être obtenues lors du titrage conductimétrique, leurs formes dépendent de la réaction support du titrage. Donc on peut avoir plusieurs choses. On peut déjà avoir une pente négative au début et une pente plus négative après. On peut avoir une pente positive et une pente plus positive après. Une pente négative et après une pente positive. Et une pente positive et
un peu moins positive après. Donc voilà, alors autant c'est très facile de terminer l'équivalence, par contre dans beaucoup d'énoncés d'exercices, eh bien on vous demandera de justifier la forme. On vous demandera justement pourquoi est-ce que j'ai une pente ici négative et une pente positive après, ou alors pourquoi est-ce que j'ai une rupture de pente à un moment donné qui n'est pas la même. Et c'est ça qui va être beaucoup plus compliqué à faire pour les titrages conductimétriques. Alors, donc on va faire pour cela un exercice et deux exercices même d'ailleurs pour pouvoir se rendre compte comment on peut justifier l'allure des courbes. Donc on vous dit ici exercice, complétez les tableaux pour justifier les pentes des courbes. Donc vous avez différents types de conductivité molaire ionique, ça c'est donné, et puis vous avez deux courbes ici. Et maintenant il faut savoir pourquoi est-ce que l'une ça diminue et après ça augmente à l'équivalence, et ici pourquoi ça augmente et pourquoi ça augmente plus après l'équivalence. Alors donc on vous donne ici directement la réaction support du titrage. On vous dit donc une solution de chlorure de sodium Na+, Cl- est titrée par une solution de nitrate d'argent Ag+, NO3-. L'équation de la réaction support du titrage s'écrit Cl- plus Ag+ vous donne AgCl. Alors qu'est-ce qu'il faut faire déjà premièrement? Il va falloir séparer les deux parties. On va essayer d'expliquer cette pente négative avant l'équivalence et cette pente positive après l'équivalence. Donc c'est ce que je vous ai fait ici dans le tableau qui est déjà préconçu. Alors je vais peut-être déjà augmenter un peu pour qu'on voit bien. Donc j'ai ici V inférieur à V équivalence, donc on va déjà voir un petit peu ce qui se passe, et ici V supérieur à V équivalence. Et donc, il va falloir tout simplement faire la liste de tous les ions présents dans votre réaction. Et donc, et c'est ce que je disais tout à l'heure, pas seulement les ions lors de l'équation support, puisque sinon je ne tiendrai compte que de Ag+ et Cl-, il faut tenir compte aussi des ions spectateurs. Par exemple ici Na+ et NO3-, ils vont intervenir dans la mesure de la conductimétrie. Et donc, il va falloir en tenir compte aussi pour expliquer l'allure de ces pentes. Donc je fais la liste de tous les ions présents et j'essaie de voir ce qui se passe avant l'équivalence. Alors, regardez bien, bon ça c'est un petit schéma comme ça pour comprendre. Je prends un bécher, et puis au-dessus j'ai ma burette. Donc dans ma burette, c'est ma solution titrante, donc c'est le nitrate d'argent, donc j'ai Ag+, et NO3-. Et à l'intérieur de mon bécher, donc c'est Na+, et Cl-. Alors, ma sonde pH métrique, conductimétrique, elle est ici. Donc en fait, elle ne mesure que ce qu'il y a dans mon bécher. Donc en fait, elle va mesurer uniquement la conductivité ici de tout ce qu'il y a dans mon bécher. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais à un moment donné rajouter une goutte de nitrate d'argent qui se trouve à l'intérieur. Or, ma réaction ici me dit que les ions argent vont réagir avec les ions chlorure pour former ici un précipité solide d'AgCl qui lui n'est pas chargé. Alors, je vais peut-être faire 2 Na+, plus Cl- pour dire qu'est-ce qui se passe. Donc au moment où je rajoute, ce qui va se passer, c'est que un ion argent, alors qui va être ici, plus NO3-, un ion argent va réagir avec un ion chlorure. Donc en gros, déjà, premièrement, avant l'équivalence, je m'aperçois que la quantité des ions sodium, ici, elle va rester constante. Elle est au départ dans mon bécher. Ce sont des ions spectateurs. Ça veut dire que la conductivité liée aux ions sodium, elle va rester stable. J'ai fait une flèche horizontale pour dire que ça reste horizontal. Par contre, les ions chlorure, regardez bien, j'en ai moins qu'avant. Ça veut dire que la concentration des ions chlorure, elle va diminuer. Du coup, la conductivité liée aux ions chlorure va aussi diminuer. Par contre, qu'est-ce que je vais faire? Les ions argent, eux, ne vont jamais intervenir à l'équivalence. Oui, parce qu'en fait, ce sont eux le réactif limitant. C'est-à-dire que dès que je vais mettre ma goutte d'AgNO3, les ions argent vont réagir et vont se former en un précipité solide. Et donc, eux, ne vont jamais tenir compte, ne vont jamais changer la conductivité. Donc, ça veut dire que ici, c'est égal à 0. La contribution des ions argent avant l'équivalence est égale à 0. Et les ions NO3- qui se trouvent ici, eux, par contre, ils vont rentrer dans la mesure de la conductivité et vont forcément augmenter la conductivité de ma solution.
Donc en fait, si je regarde bien, bon, Na+ n'intervient pas, Ag+ n'intervient pas non plus. En fait, il y a une compétition entre Cl- et NO3-, parce que j'en ai un qui va faire augmenter et l'autre qui va faire diminuer. En gros, lequel va prendre le dessus, lequel va prendre le dessus sur la conductivité. Bah regardez bien, justement les conductivités molaires ioniques. Eh bien, Cl- c'est 7,63, alors que NO3- c'est 7,14. En gros, eh bien, à chaque fois que vous allez mettre une mole, enfin une quantité arbitraire de Cl-, eh bien, vous allez perdre 7,63. Et d'un autre côté, bah, vous allez en même temps gagner 7,14, mais en tout, bah, vous aurez perdu. Donc ça veut dire que forcément, eh bien, votre pente sera négative. C'est bien ce que l'on observe ici. Donc on va dans une petite place, on va marquer or. Donc la conductivité molaire ionique de Cl- est supérieure à la conductivité molaire ionique de NO3-. Donc, eh bien, je vais peut-être faire une petite astérix ici. Donc, eh bien, la pente est négative. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe après l'équivalence? Bah, après l'équivalence, eh bien, j'aurai consommé forcément, eh bien, tous mes ions chlorure. Je n'en aurai plus. Je vais peut-être faire une autre couleur, ça va être plus facile. Voilà, je vais faire ça en orange. Donc après l'équivalence, vous voyez, je ne vais plus avoir d'ion chlorure puisqu'ils auront forcément tous réagi. Donc j'en ai plus. Alors la quantité des ions sodium, elle va rester toujours la même. Elle ne change pas. Donc je vais refaire encore une fois une flèche ici horizontale pour dire qu'elle ne va pas influencer. Par contre, après l'équivalence, je continue à rajouter de Ag+ et NO3-. Donc, ce qui veut dire que, eh bien, comme je rajoute Ag+ et NO3-, eh bien, eux, eh bien, leur conductivité va augmenter, leur conductivité va faire augmenter, enfin, la conductivité de la solution, pardon, va augmenter, et les ions Cl-, bah, eux, ils ont complètement réagi. Donc, bah, ils vont être égales à 0. On pourrait mettre une flèche aussi horizontale, parce qu'ils vont pas rien changer, mais en tout cas, elle est égale à 0, de toute façon. Donc ce qui veut dire que là, bah, il n'y a pas trop de problème, puisque j'en ai une qui n'intervient pas, une qui va ne pas changer la conductivité, et les deux autres qui vont augmenter. Ce qui veut dire que dans ce cas-là, eh bien, je vais avoir une pente positive, donc supérieure à 0. C'est bien ce que l'on observe ici, j'ai bien une pente positive après l'équivalence. Deuxième cas maintenant, c'est une solution d'acide éthanoïque CH3CO 2H est titrée par une solution d'hydroxyde de sodium Na+, HO-. L'équation de réaction de support du tirage écrit donc machin plus HO- vous donne CH3CO2- et plus H2O. Donc même chose que tout à l'heure, je vais faire la liste de tous les ions présents à l'intérieur. Donc ici, ce n'est pas un ion, donc ça ne va pas influencer la conductivité, je n'en tiens pas compte. J'ai juste HO-, CH3CO2- et comment dire, l'ion sodium qui se trouve ici, puisque lui, il est spectateur. Donc celui-là, faut pas l'oublier, j'en ai trois. Je vais distinguer encore une fois la partie avant l'équivalence et la partie après l'équivalence. Alors, je vais pouvoir donc peut-être refaire mon petit bécher comme tout à l'heure si vous voulez pour pouvoir se rendre compte. Donc j'ai mon bécher et puis j'ai ma burette au-dessus. Donc dans mon bécher au départ, qu'est-ce que j'ai? J'ai CH3, COOH. Voilà, alors c'est pas un ion, mais on va quand même le mettre ici pour voir un petit peu ce qui se passe. Et dans ma burette, qu'est-ce que j'ai? Eh bien j'ai Na+, plus HO-. Voilà. Donc, je vais verser la première goutte. Alors, je vais peut-être en mettre faire comme tout à l'heure, j'ai marqué en deux pour bien comprendre comment ça se passe. Donc, je vais verser ma première goutte ici à l'intérieur qui va contenir donc Na+, plus HO-. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, HO-, lui, va réagir avec une molécule de CH3COH. Donc, je vais perdre ici CH3COH. Ce qui, en l'occurrence, ne va pas faire baisser la conductivité, puisque ça n'intervient pas ou ni augmenter, puisque c'est pas chargé. Par contre, je vais créer en même temps, eh bien, CH3CO au moins. Donc en fait ici, si je vois un petit peu ce qui va se passer, eh bien ma conductivité ici, je vais donc H- ne va pas du tout influencer, ça va être égal à 0 parce que ça va réagir directement. Donc ça je peux le marquer ici. Donc premièrement, avant l'équivalence, eh bien H- ici c'est égal à 0, ça n'intervient pas. Et CH3CO- par contre, lui il va être créé. Donc lui il va être créé, donc forcément eh bien il va augmenter la conductivité de ma solution.
Et puis Na+, eh bien lui, il va intervenir aussi, puisqu'il va être présent après dans mon bécher. Donc lui aussi va augmenter eh bien, la conductivité de ma solution. Donc là, il n'y a pas de conflit. J'en ai un qui n'intervient pas et deux qui vont faire augmenter. Donc forcément, ici, eh bien, la pente est forcément positive, supérieure à 0. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe après l'équivalence? Alors après l'équivalence, eh bien, je vais continuer à rajouter Na+, je vais le faire en vert, en orange comme j'ai fait tout à l'heure. Donc je vais continuer à rajouter dans mon bécher Na+, plus HO-, sauf que, eh bien, j'aurai consommé tous mes ions CH3COH, puisque tous mes molécules CH3COH, puisque justement je suis après l'équivalence. Donc j'ai tout consommé. Donc ça n'interviendra pas, mais j'en ai tout consommé. Par contre, je continue à rajouter eh bien, Na+, et HO-. La concentration ici va rester la même, donc du coup celle-ci ne va pas intervenir. On va dire qu'elle va être égale donc à 0. Et comment dire, ici je vais encore augmenter la conductivité de ma solution, puisque je vais rajouter Na+, et HO-. Donc ici ça va augmenter, et là ça va augmenter. Donc ici j'ai une pente qui est aussi positive. Le problème, c'est que pourquoi est-ce que je peux déterminer l'équivalence? C'est parce qu'en fait, on n'a pas la même pente. On a quand même ici, à cet endroit-là, au moment de l'équivalence, une rupture de pente. D'accord? Et là, par contre, il faut montrer que justement, ce n'est pas la même conductivité de la solution avant et après l'équivalence. Alors, qu'est-ce qui change après l'équivalence? Après l'équivalence, je vais avant l'équivalence, j'ai une augmentation de ma concentration à chaque goutte, on va dire, à chaque quantité que je vais mettre. Je vais avoir donc une augmentation des ions Na+, et après ça ne va rien changer, puisque si je mets la même quantité, ça va augmenter de la même manière. Donc Na+ n'interviendra pas. Par contre, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est cette différence de conductivité entre CH3CO2- et HO- qui va faire la différence. Si on avait la même conductivité, parce que ici, eh bien, quand j'arrive à cet endroit-là, imaginons que, eh bien, la HO- ait la même conductivité que CH3CO-, eh bien, on aurait la même pente qui allait monter ici à la même longueur, comment dire, avec le même coefficient directeur. Et donc, si j'ai ce même coefficient directeur, je ne pourrais pas déterminer l'équivalence. Or, si vous regardez bien vos solutions, eh bien, la conductivité ionique molaire de HO- c'est 19,9 et celle de CH3CO- c'est 4,09. Donc forcément, eh bien, je vais avoir une augmentation, enfin une pente qui va être plus importante après l'équivalence parce que ces deux-là n'ont pas la même conductivité ionique molaire. Donc il faut marquer ici, je vais mettre ça en orange, car, alors voilà, car eh bien, la conductivité molaire ionique de HO- est supérieure à la conductivité molaire de CH3CO-, on peut observer, on peut observer une rupture de pente exploitable. Voilà. C'est là qu'il faut bien comprendre que, alors déjà d'une, Na+ n'interviendra pas. Ça c'est pour la rupture de pente. Pour la mesure de la conductivité, oui, mais pas pour la rupture de pente. Donc ce qui va être différent, c'est cette là, c'est entre CH3CO- et HO-. D'accord? Si j'avais exactement la même valeur de conductivité molaire ionique, eh bien je n'aurais pas de rupture de pente. Voilà. Donc ça c'est les cas qui sont un petit peu plus compliqués, vous voyez. Pour les dosages conductimétriques, déterminer l'équivalence c'est facile. Par contre, exploiter les courbes, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà, c'est terminé pour ce chapitre. Je vous dis à bientôt et au revoir.